But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 20 mai, 19h, 20h, en attendant Godard, sur Radio Campus Rennes 88.4 FM, saison 6, épisode 27. Cette semaine, une citation, comme d'habitude, en ouverture, d'un texte de Jean-François Roger, extrait de son livre L'œil qui jouit, paru chez Yellowknow il y a de ça 2 ans, je crois. Et donc, je le cite, « Se pourrait-il que notre conception de l'histoire du cinéma puisse, sur certains points, changer de perspective, que toutes sortes de catégories présumées établies et considérées définitivement contradictoires, telles classicisme et modernité, films de genre et œuvres personnelles, cinéma narratif, figuratif ou expérimental, haute et basse culture, finalement autant de lieux communs devenus stériles à force de n'avoir plus été interrogés, soient remises en question à l'occasion de la relecture d'une œuvre particulière, celle de Jess Franco par exemple. Jess Franco a réalisé près de 200 films, un exploit que l'on pensait appartenir à une histoire révolue du cinéma et réservé à la génération des fabricants de série B de l'âge d'or hollywoodien comme disons Alan Dwan ou Sam Newfield, pas un cinéaste contemporain de ce que l'on a appelé la modernité cinématographique. La frénésie de tournage dont fait preuve Franco, il signera quelque chose comme 10 films en 1973 par exemple, et surtout les conditions même dans lesquelles il les réalisait ont véritablement bouleversé le statut de l'œuvre cinématographique tel qu'il s'était institué au moment moderne du cinéma, celui de l'affirmation de la toute-puissance symbolique de l'auteur. Voilà, donc c'était extrait du texte Jess Franco, fragment d'une filmographie impossible, donc de juin 2009. En attendant Godard, il est 19h33, vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4 FM. On vient d'écouter The Girl from Rio par Daniel White. Donc c'est un extrait de la bande originale de Sumuru, La Cité sans hommes. Le titre original est The Girl from Rio. Jess Franco, qui est un film de 1969. Exactement. Donc chez Artus Film, qui est cet éditeur de DVD, donc voilà, je le disais, du sud de la France, qui édite donc voilà, le cinéma de genre, ça va être du western, des films de Bava, fantastique, des films de d'épouvante, Franco, voilà. tout ça. Et donc notamment, ils sont un peu maintenant connus pour Qu'est-ce qu'ils ont édité en Bava? Ils ont édité La Planète très récemment. Ah, tout Planète récemment. Terreur, d'accord. Ouais. Qui était déjà Non, sorti chez Canal. Il y a... La Planète des Vampires. Ouais. La Planète des Vampires qui était Ouais. sorti chez Canal il y a quelques années, qui est un c'est super ça. film, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Super ouais. film Trop sur la couleur, notamment. Non, ils ont sorti ça, ils ont sorti aussi des petits thrillers des années 70 américains, vraiment des petites choses, des giallo un petit peu. Et ils ont donc la sortie, pour ce qui nous intéresse, notamment 7 films voilà. de Jess Franco, dont 3 viennent Donc de là, nous on en arriver parle des récemment. 3 donc, nouveaux. Donc il y a donc Le Miroir obscène. Dont le titre original est De l'autre côté du miroir. Il y a Sumoru, La Cité sans hommes, et il y a Les Inassouvis. Voilà. Donc voilà, donc qui sont 3 films de la période, on va dire fin 60, début 70 de Jess Franco. On peut revenir rapidement sur la figure de Jess Franco, donc qui est un des cinéastes les plus prolifiques que la Terre ait porté, parce que entre 57 et 2013, on lui attribue 200 ou 220 films, il en revendiquait plutôt 180, trucs comme ça, mais c'est toujours assez variable, puisqu'il a fait énormément de choses. C'est quelqu'un d'extrêmement prolixe. Il a fait des films, il abrace à peu près tous les genres du cinéma, à la fois du film pour enfants au film de porno hard, du film d'aventure, de l'épouvante, du film de guerre, du film de zombies, du film de cannibale, du film d'Amazon co-réalisé avec Alain Payet, Des Women in Prison. Des Women in Prison comme 99 femmes, tout ça. Et donc on répartit en général Franco, on le divise sa carrière, on va dire, par rapport à ses producteurs, dont les 3 plus connus sont Alan B. Towers, qui est un producteur anglais, Robert Denel, qui est un producteur français ultra fauché, et surtout la firme Eurociné de Marius Le Sieur, dont Christophe Beer a consacré un documentaire qui a fait la tournée des festivals l'année dernière, mais qui n'est pas encore sorti en DVD malheureusement. Je crève d'envie de mettre la main dessus. Donc voilà, et là, dans ces films-là, il y a 2 films de la période Alan Towers qui sont Les Inassouvis et Sumoru. Et le 3e, donc de l'autre côté du miroir, qui est la période Robert Denel, on va dire, qui est plus problématique, qui est intéressant du coup, parce que le film est présenté dans ces 2 versions. La version espagnole, qui est le montage de Jess Franco, et la version française, qui est le remontage et le retournage de Robert Denel, parce que les films de Franco, on va dire, ils ont eu tous...
pas tous, mais énormément, beaucoup de versions différentes, souvent pour ajouter des scènes hard ou ce genre de choses. Ça arrivait beaucoup au cours de sa carrière, comme par exemple un de ses plus beaux films, je trouve, qui était produit par Eurociné, qui est Une Vierge chez les morts vivants, dont le titre original était Christina, princesse de l'érotisme, et qui a été remonté par Eurociné pour faire Une Vierge chez les morts vivantes, pour mettre un peu plus de fesses, pour que ce soit un peu plus vendable. Donc selon les pays, il y a des titres différents, et donc il y a des versions différentes. Et là, d'ailleurs, on peut quand même remercier Artus de pouvoir proposer ce travail-là, d'avoir films. pour l'Union Européenne Donc, 2 DVD sur- avec des bonus en plus passionnants. des bonus où il y a surtout les DVD, il y a Alain Petit, qui est un des grands spécialistes qui était déjà présent sur les 4 premières sur sorties. les 4 premiers films, et qui a écrit notamment chez Monster Beast, la revue de Norbert Moutier, le fameux éditeur de Beast français, un double numéro sur Jess Franco qui fait référence maintenant et qui est épuisé depuis, donc qui intervient dans tous les bonus et qui, de manière assez factuelle. Et sur Sumuru, on retrouve notamment notre ami Jean-François Roger avec sa gouaille inimitable, qui parle très très bien de Jess Franco, qui avait organisé de la Cinémathèque et qui avait organisé une rétrospective de l'œuvre de Franco en 2004 où il y avait une centaine de ses films, je crois. Et donc là, c'est assez intéressant de voir ça, justement, entre les différences de versions, parce que la version française, donc le miroir obscène, donc le titre original devait être le miroir cochon, un truc comme ça, je crois, donc un truc encore plus ras du cul, quoi, ou plus racoleur. Justement, cette version française est beaucoup plus racoleur, parce qu'elle rajoute des scènes entières, et elle change aussi toute l'histoire, et qui rajoute des scènes avec Lina Romet, en fait, qui est une des deux égéries, on va dire, de Jess Franco, qui est devenue sa femme en 2008 jusqu'à son décès en 2012, Franco étant décédé le 2 avril 2013, donc il y a un peu plus d'un an. Et donc à la fois on peut répartir Franco par ses producteurs, aussi par ses femmes. Il y a deux femmes maîtresses dans son cinéma, qui ont été Soledad Miranda, dont on a entendu une chanson tout à l'heure, avec qui il a fait 7 ou 8 films, je crois, notamment un des plus beaux, et Eugénie de Sade, donc, est une de ses nombreuses adaptations du Marquis de Sade, qu'il a mis en scène une dizaine de fois, et notamment 5 fois pour La philosophie dans le boudoir, dont les Inasouvis sont adaptés, et qui était une femme d'une beauté, je trouve, vraiment... On peut parler de cinégénie. Qui est vraiment une beauté extrêmement peu commune, était sublime, elle avait un charisme incroyable, une voix sublime, et elle est malheureusement décédée en 71 dans un accident de voiture. Quand on le dit, c'est vraiment aussi une dimension fantastique là-dedans. Ouais, une dimension fantastique, parce que, voilà, bon, quand même, pour revenir sur le cinéma de Franco, c'est un cinéaste, il faut pas se le cacher, plutôt fauché, sauf avec la période Almé Towers où il avait un peu plus de thunes, mais c'est comme... souvent fauché, parfois cheap, ce que lui reprochent tous ceux qui n'aiment pas son cinéma, qui trouvent que c'est mal écrit, c'est mal mis en scène, c'est mou, il y a plein de zoom, c'est super flou, il joue tout super mal. Et il s'intéresse en fait à des situations et des temporalités en fait qu'on ne voit pas ailleurs. C'est pour ça qu'on le rapproche, et Roger le fait, de la modernité. De la modernité, et surtout du coup de la musique moderne, qui serait le jazz, justement, parce que c'était un cinéaste, mais aussi un musicien de jazz, et presque toute sa filmographie, on pourrait la voir comme le ferait un jazzman d'un classique du jazz, c'est-à-dire que c'est une variation à chaque fois presque sur les mêmes personnages ou sur la même base d'écriture, et sur lequel il va distordre, il va enlever des notes, enlever des choses, parce que ce qui intéresse Franco, c'est pas du tout la narration, on va dire, c'est pas la dramaturgie classique. Souvent on pourra avoir une amorce d'histoire classique normale, et au bout d'un moment il va la balancer parce qu'il n'a absolument rien à branler, et ce qui l'intéresse, ça va être le temps, comment est-ce qu'il va le distordre dans des espaces souvent assez exigus ou un peu fantastiques ou fantasmagoriques, justement, et c'est ça qui va l'intéresser. Donc, une grande part de captation de concert, et ce qui donne souvent parfois à des ventres mous, on va dire, dans ces films, pour ne pas dire des longueurs, parce que il a fait à la fois des super chefs-d'œuvre et des grosses merdes. Enfin, il faut pas se le cacher, il fait que des trucs horribles, genre sur 200 films, genre la fille de Dracula, si qui est vraiment 10 films par an, on peut pas être bon sur 10. Bien l'abîme des morts vivants, qui est un des pires films de zombies que j'ai jamais vu de ma vie, et putain, c'est horrible ce truc. Mais donc voilà, c'est vraiment ça qui va l'intéresser, c'est de prendre le temps de le distordre pour justement créer dans cet univers-là un univers érotique, voire pornographique, mais toujours extrêmement troublant. Avec donc cette idée de faire le lien, donc Marquis de Sade, puisque les Inasouvis sont une adaptation, et cette idée aussi du parcours initiatique et de l'éducation, en fait, voilà, de l'éducation sexuelle pour une jeune femme, généralement, puisqu'il va s'intéresser notamment à des situations, il aime beaucoup mettre en scène des situations saphiques. Ouais, souvent à des jeunes femmes avec des personnages toujours plus vieux, c'est soit Christopher Lee, soit Klaus Kinski, avec qui il a tourné Justine de Sade juste avant pour Alan Towers, et avec Jack Palance aussi, tout ça. Donc ça va être toujours ce genre de choses, surtout qu'en fait Franco avait quand même un sens du cadre que je trouve vraiment très intéressant.
Howard Vernon qui est son acteur fétiche, Ouais. parce que je trouve que Franco a un sens du cadre sexuel assez particulier. Ouais. C'est que vraiment, il filme le sexe de manière crue, en même temps de manière très belle. Alors qu'à la fois, Lina Romay, avec qui on va dire, il fera des films plus jusqu'au boutiste, plus cochon, plus hard, tout ça, qui est beaucoup plus cochon, on va dire, que Miranda ne pouvait l'être, avec qui il était plus doux peut-être. Mais je trouve ça vraiment intéressant, à la fois dans ces deux actrices, et comment est-ce qu'il les met en scène. C'est assez différent, mais c'est toujours dans la même volonté d'explorer à la fois les limites du corps au niveau du sexe et au niveau de la résistance qu'ont les femmes au moins, je plaisir. trouve, Thomas, donc la question de l'insert et de la pénétration, donc ça va être vraiment de la coupe et du fragment, plutôt que chez lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment c'est le tendance, l'énergie ouais. de la scène, ce qui veut dire vraiment de dérouler, en fait, le déroulé vraiment des ébats, quoi. Et c'est pour ça, en fait, sa seule manière de couper dans les plans, on va dire, c'est de faire des zooms et des recadrages parfois assez violents. Donc, Parce qu'on lui parfois, aurait beaucoup reproché. Hein. parfois un peu maladroit, mais qui justement est un des seuls C'est très cohérent, quand un même. cinéaste vraiment fascinant au niveau du zoom. Et Et de il la n'y en a cou- pas des masses. Et de la couleur, on peut du coup parler des inassouvis. Ouais, des Inassouvis, donc un de ses films en couleur, parce qu'il a fait pas mal de films en noir et blanc dans les années 60. Son film qu'il a révélé, qui était l'horrible Dr. Orloff, ou le diabolique Dr. Z, qui a été écrit par Jean-Claude Carrière, par exemple. Donc il a quand même pas bossé avec des tâcherons. Il avait même été repéré et apprécié par Orson Welles, qu'il avait engagé comme assistant sur Falstaff, voilà, et sur son Don Quichotte. C'est vraiment un parcours étonnant. Oui, parce qu'il a adapté Sade, Sax Rohmer, il aura bossé avec Jean-Claude Carrière, avec Buñuel, tout ça, des mecs comme ça, donc qui s'est baladé un peu dans tout le cinéma presque mondial, on va dire, qui n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait, parce qu'il a toujours cette image vraiment de gros édards, de gros tâcherons, de gros cochons pervers. Ouais, puis de pornocrate, quoi. Oui, voilà. et, c'est ça, et de pornocrate, parce qu'il a vraiment fait, effectivement, il a fait des films porno, des films art, tout et ça. là, c'est vrai que cette salve chez Artus, justement, permet vraiment de découvrir aussi cette pointe vraiment de la modernité. Ouais, parce que, puis à la fois le miroir Hobson et les inassouvis. Ouais, parce Suguru étant un cas un peu non, mais en plus, pop, ce qui est pas mal avec les trois, parce que ça montre quand même un peu l'étendue, on va dire, de ce qu'il pouvait faire. Sumuru, c'est beaucoup plus un film pop, on va dire, comme les romans de gare ou les films de gare, comme je dirais, des années 60. Ou les opérations diaboliques. Voilà, il y aura les bouquins de Paul Kenny avec les coplans et les films qui ont suivi, ou les OSS 117, les machins comme ça, tout ça. Donc c'est sur le film pop, hyper coloré, assez fun, mais dans des histoires d'espionnage. Mais dans lequel Franco a quand même à mettre sa passe, on va dire, toujours ce côté ultra sexuel, en fait, qu'ont à la fois les hommes et les femmes, surtout. Perversion des codes, en fait. Qui sont toujours les personnages les plus intéressants dans ces films. C'est toujours les femmes, alors que les hommes sont toujours soit des figures manipulatrices qui se feront baiser au bout d'un moment, soit ils sont assez fades. À la fois parce qu'il a bossé avec des acteurs qui n'avaient pas forcément un charisme énorme, comme Antonio Mayans, qui est un acteur avec qui il a beaucoup tourné, mais qui n'est pas un acteur de ouf non plus, quoi. Non. Mais alors que ces femmes sont toujours hyper fascinantes. Ça se vérifie d'ailleurs dans Sumuru. Exactement, quand ils tournent avec Maria Rome ou des femmes comme ça, qui sont toujours extrêmement belles et qui les mettent très bien en valeur. Et aussi dans l'écriture, c'est que Sumuru, c'est donc, comme le titre l'indique, la cité sans homme, donc c'est une espèce de mogule féminine comme ça qui règne sur une cité de femmes. Ouais, qui est adapté d'un bouquin de Sax Rohmer, et qui avait eu un film avant qui était Sumuru, utopique. The City of 1 Million Eyes, je crois, le précédent, donc, qui avait été tourné un an avant, en 67, donc qui s'insère dans cette série-là de films pop et qu'il a pu faire, parce qu'il a fait aussi des films avec Eddie Constantine, trucs comme ça. Donc, voilà. Pour le miroir Hobson et les inassouvis, peut-être quelques mots aussi. Les Inassouvis, c'est une de ces 5 adaptations du Marquis de Sade, donc en l'occurrence La philosophie dans le boudoir, qui est un de ses films les plus friqués, parce qu'il était super content, parce que comme le dit Alain Petit, pour une fois il avait accès à une grue sur le plateau, et qui est en plus un film qui, en termes d'écriture, se tient très bien. Il y a une histoire qui tient de bout en bout, et qui est assez intéressante, parce que aussi ça montre un peu les expérimentations qu'il pouvait faire, à la fois au niveau de la couleur, des filtres rouges, qui est des choses qui vont revenir souvent chez lui. Parce que Franco, c'est un cinéaste, je trouve, passionnant, parce que c'est quelqu'un qui était constamment en train d'expérimenter. C'est-à-dire, pas sur la narration parce qu'il s'en branle, mais sur l'image, et c'est sur ce qu'il peut faire. Enfin, pas toujours sur la narration, mais ce qui prévalait chez lui, c'est quand même l'image, quoi. Parce que sur la narration, je peux justement parler du miroir Hobson, et puis même Venus in Furs aussi, qui est quand même... qui est, je trouve, un de ses plus beaux... comme on dit, ça pourrait presque être chez nos manquants pour aller vers Lynch. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est Stéphane Duménildo qui a écrit aussi qui est l'autre référence en français. Qui a écrit un bouquin en 2004, donc du coup, qui ne traite pas de ses derniers films, parce qu'il a réalisé jusqu'en 2013, Jess Franco, jusqu'à sa mort. Donc ça s'arrête en 2000. Jess Franco, Énergie du fantasme. Voilà, c'est ça. Donc...
qui revient un peu sur toute sa carrière, qui est plutôt du point de vue esthétique, on va dire, sur la carrière de Franco et sur les différentes relations qu'il a pu créer entre ses films et sur les auteurs qu'il a mis en scène, notamment ça, parce que Le rapport à c'est l'histoire quand de l'art même aussi. le plus symptomatique, ça, dans l'œuvre de Franco, quoi. Peut-être un mot pour le miroir obscène avec Jean-Pierre sur la question des versions, peut-être, pour terminer aussi. Ouais, là, parce que du coup, la version française est beaucoup plus hard. Il y a des inserts porno. Et donc la version espagnole du miroir obscène, c'est Otro lado del Espero, de côté du miroir, qui en fait est une histoire d'inceste entre un père voilà, et sa fille. et sa fille. Et la version française rajoute des scènes avec Lina Romay pour en fait faire une histoire d'inceste entre deux sœurs. C'est ça. Ce qui est beaucoup plus vendeur, parce que c'est deux femmes, donc c'est beaucoup plus cochon. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, il aura quand même tourné aussi ces scènes-là. Ouais, Franco. ils attendaient aussi, parce que en général, quand ils pouvaient le refaire, ils le faisaient plutôt que de laisser un autre tâcheron le faire, comme Jean Rollin sur le lac des morts vivants. Et à voir les deux versions, on est très étonné du côté très très sobre et presque implicite de la version espagnole, en subtil fait. pour le coup. Subtil, vraiment subtil. Alors que pour le coup, la française, elle y va Franco, quoi. Il va Franco. Effectivement, on peut le dire ça comme ça. Et je trouve que cette version espagnole du film, donc ce film-là, en tout cas, se rapproche beaucoup de Venus in Furs. Je trouve une question aussi de trou dans la narration, aussi de béance, de rapport au temps. C'est quelque chose de très mélancolique aussi chez lui. Et on sent que l'ennui de la femme, enfin quelque chose de l'insatisfaction aussi derrière. Enfin, c'est quand même pas quelqu'un qui est là simplement pour une pulsion scopique, un truc voyeuriste. En plus, c'était quand même un cinéaste hyper énervé parce que c'est un cinéaste qui a beaucoup souffert du franquisme, surtout. Et ça sent dans surtout qu'en plus, il s'appelait Franco, et Franco, c'est pas un nom hyper répandu en Espagne, donc du coup, il y a beaucoup de gens d'industrie qui pensaient qu'il était en rapport avec le général, donc du coup, ça a pu lui porter préjudice en plus du fait de la censure ou des machins comme ça. On va s'arrêter là, malheureusement, parce que on est encore à la bourre. Vampiros Lesbos, qui est un de ses plus beaux films, si j'ai bien compris, en tout cas. Film des années de 74, si mes souvenirs. Et donc on s'écoute There Is No Satisfaction. Deux choix, soit tu dis c'est à chier, je dégueule ce genre de cinéma, qu'il aille se faire foutre, c'est de la merde, ou tu te dis il y a quelque chose de magique dans le domaine qui est le début du cinéma, une forme d'enfance dans le sens intelligent du terme. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 38. Petite citation pour commencer. Cela m'amuse énormément de me joindre à ma galerie d'êtres marginaux, sur le plan mental, sexuel, physique et même philosophique. Je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire. Jesus Franco Manera. Donc nous allons pouvoir rentrer dans le vif, le fort du sujet. Donc en parlant de Jess Franco, c'est un cinéaste dont on a déjà parlé quelques fois dans cette émission au fil des années précédentes, notamment grâce à ce formidable et génialissime éditeur qui est Artus Film, qui a déjà édité, je crois, une dizaine de longs métrages de Jess Franco chez eux, que ce soit en DVD ou bien maintenant en Blu-ray, en plus dans des copies qui, passez-moi l'expression, enculent sa mère, quoi. Super bon. Les copies des expériences érotiques de Frankenstein et de la fille de Dracula sont absolument merveilleuses. Moi qui ai vu quand même pas mal de films de Franco, j'en ai jamais vu dans des qualités comme ça, à part peut-être le Blu-ray qu'ils avaient sorti il y a quelques années des Zina Souvi, qui en plus a connu une restauration en 4K qui est absolument magnifique et prodigieuse, mais c'est vrai que là, la qualité des copies qui, je crois, viennent des Blu-ray anglais, en tout cas, sont absolument prodigieuses. Et donc, Jess Franco, pour les malheureux qui ne le connaîtraient pas, est un réalisateur d'origine espagnole, donc Jesus Franco Manera, né en 1936 et pas 1930, comme le croient beaucoup de gens qui écrivent n'importe quoi, tout simplement parce que dans les années 70, un mec n'avait pas trop compris ce qu'il disait, il avait écrit 30 au lieu de 36, donc il est né en 1936. Et donc cinéaste excessivement prolifique, on lui attribue abusivement 250 films alors que la réalité serait plus proche des 180-190.
Ce qui est effectivement, bien mais pas top. Ce qui est quand même déjà pas mal sur à peu près 50 ans de carrière, on va dire, puisqu'il a tourné principalement, en tout cas, ses propres films entre 1960 et 2011. Parce que donc il est décédé en mai 2013, donc il y a 5 ans maintenant. Donc, comme je disais, quelqu'un d'extrêmement prolifique et qui a touché à strictement tous les genres, donc du film d'aventure, du film d'espionnage, du film de guerre, du polar, du film noir, du film érotique, du film à caractère pornographique, parfois volontairement ou non. Donc, on y reviendra sur les différentes versions et les petits, on va dire, chatouillements qu'ont fait ces divers producteurs et distributeurs avec ces longs métrages. Il aura donc strictement et absolument tout fait dans des économies diverses et variées, souvent, on va pas se le cacher, dans des petites économies, ce qui fait aussi tout le sel de son cinéma et toute sa saveur. Et donc c'est un cinéaste quand même assez particulier, donc par sa production pléthorique, ses méthodes de production, ses méthodes de travail et les gens avec qui il travaillait, puisque donc ça aurait été extrêmement varié. Il aura travaillé avec King Vidor et Orson Welles quand même, et il était assistant notamment de Orson Welles sur son Falstaff et sur son Don Quichotte, donc qui n'est jamais sorti, mais que James Franco avait plus ou moins complété, en tout cas monté pour une sortie en 1992 qui avait été présentée à Cannes. Et donc, comme disais, et ce que Jean-François Roger de la Cinémathèque française avait consacré une rétro au cinéaste en 2008. Donc, il devait y avoir, je crois, une 50 ou 60 films, donc à peu près un tiers de sa filmographie. Donc, et il avait intitulé son texte, je crois, Fragment d'une filmographie impossible. Donc, effectivement, la filmographie de James Franco est impossible à reconstituer, en tout cas pour donc des questions de production, car la plupart de ces films, je veux dire, au moins les 3/4, je pense, ont toutes connues un montage différent, un titre différent, une exploitation différente. C'est-à-dire que soit il retournait lui-même des scènes pour le marché étranger, pour le marché espagnol, puisque donc jusqu'en 1975, l'Espagne était sous la coupe du général Franco, qui d'ailleurs n'a strictement aucun rapport. Et à un moment, il explicite vraiment en fait les différences entre les différents Franco qui existent en Espagne, qui en fait sont des immigrés juifs. Donc, ce qui fait qu'en fait, comme il le rappelle, Benito Mussolini est quand même à moitié feuge. C'est ce que j'ai trouvé assez croquignolesque à apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des versions différentes de tous ces longs métrages, donc ce qu'on appelle la variabilité du texte filmique. J'allais le dire. Voilà, c'est comme le disait Laurent Le Forestier. Exactement, big up Laurent. Et donc, c'est pour ça que sa filmographie est strictement impossible à reconstituer. Donc, on arrive à retrouver différents morceaux. L'homme aussi, ou alors ses producteurs et distributeurs usaient et abusaient de pseudonymes. On lui a aussi abusivement attribué à peu près 66 pseudonymes, alors que la réalité serait plus proche des 40. C'est pas mal non plus. Hein. Que ce soit des pseudonymes en tant que réalisateur ou en tant que musicien. Entre autres. Parce que donc il était aussi homme orchestre, on peut dire. Pourquoi ces pseudonymes alors, à un moment donné, en fait, vu qu'il arrivait à une période où il tournait à peu près une dizaine de films par an, ils se sont dit, voilà, à peu près, on peut pas tous les signer James Franco parce que ça serait genre ultra bourratif pour le public, donc en fait on va prendre des pseudonymes. Donc il y a eu différentes choses, donc il y a James Frank, Jesus Franco Manera, Jesus Franco, James Franco, David Kuhn. Après il y a aussi des pseudos pour la musique parce qu'il était aussi musicien. Daniel White. Il a composé, non ça par contre c'est pas un pseudonyme, c'est un vrai musicien. Ah oui c'est vrai par contre, Bruno Nicolai d'ailleurs. Oui, Bruno Nicolai, donc qui a été un des orchestrateurs et compositeurs avec Morricone. Donc à la fois pour ses activités de scénariste, de monteur, d'acteur, tout ce genre de choses. Donc homme orchestre qui faisait beaucoup et énormément de choses sur ses tournages. Donc comme je disais, des budgets assez limités. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais on divise souvent les périodes de James Franco selon ses producteurs, les 3 principaux étant Alan B. Towers en Angleterre, Robert Donnell en France et la firme Eurociné avec Marius et Daniel Le Sueur en France. La période la plus friquée, clairement, c'est la période Alan B. Towers. C'est là où les premières fois, il commence à tourner avec Klaus Kinski, avec Christopher Lee, qui tournera plusieurs fois avec lui, je crois 5 ou 6 fois, avec Jack Palance, ce genre de choses, où là, il a vraiment accès à des productions beaucoup plus friquées, des tournages en cinémascope, de la reconstitution historique assez classieuse. Et après, avec ces différents producteurs, que ce soit en Espagne, au Liechtenstein, qui l'ont beaucoup produit, au Portugal, en Allemagne, en Suisse, en Amérique du Sud ou en France. Donc, beaucoup de coproduction, on va dire au tournage un peu et aux méthodes un peu plus roots, en tout cas. C'est vrai que la période du Liechtenstein, en fait, est très bizarre. Et il y a un beau texte qui était sorti dans les Inrock, donc qui date de 2001, il me semble, de Olivier Père, qui lui, donc un texte de présentation suivi d'un entretien avec James Franco,
qui nous rappelle en fait que les productions made in Liechtenstein en fait sont parmi les plus belles de la carrière de Franco, de la filmo de Franco. C'est vrai que le Liechtenstein, sa production propre est pas très importante parce qu'on ne l'a jamais vu, mais par contre les films qu'ils ont pu coproduire avec d'autres pays, notamment ceux avec Jess Franco, c'est là où il a beaucoup tourné avec cette actrice absolument magnifique et formidable, qui est décédée en 72, Soledad de Miranda, qui est 27 ans. Qui était un peu sa muse et qui a tourné plusieurs films absolument magnifiques et qui justement est décédé en fait la veille de signer un gros contrat qui lui assurait de tournage de plusieurs films, presque de série A, en tout cas avec vraiment un vrai budget, de la vraie thune et des vrais cachets. Donc sa carrière, on va dire, en dehors du bis, même si c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup, allait pouvoir démarrer et donc elle est décédée la veille de signer ce contrat-là. Donc, ce qui a beaucoup marqué Franco, la personne et son cinéma et son équipe, et cela s'en ressent énormément dans les films qui suivent 1972, notamment quoi. Donc ça paraît un peu fouillis parce que aborder la carrière de Jess Franco, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Mais dans un entretien avec Jean-Pierre Bouxou, historien du bis, on va dire en France, ou en tout cas de la culture populaire et un peu underground en France, qui a fait plein de choses, qui est une personnalité fascinante. Dans un entretien en 72 ou 74, je crois, avec Franco, en fait, ils arrivent à trouver un peu les choses qui synthétisent le cinéma de Franco. C'est-à-dire l'amour du fantastique, du jazz, du cul et un esprit 1900 en fait. C'est-à-dire que Franco est fasciné à la fois par la période 1920 quoi. À la fois par le décorum de la Belle Époque, par son cinéma, par son style, par son look, voilà tout ça. Comme on peut le voir dans et par ce côté un peu forain et ce côté un peu circassien en fait. Il y a vraiment un côté vraiment bazar dans le cinéma de Franco, ce qui fait qu'effectivement ça peut être parfois on peut être un peu désarçonné quand on découvre ce genre de cinéma-là parce que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vrai qu'aussi une forme d'influence, moi j'ai trouvé de l'expressionnisme allemand. Parce que tu n'en avais jamais vu toi Carla, si je ne m'abuse. J'en avais jamais vu et j'ai trouvé surtout dans La fille de Dracula et même les expériences érotiques de Frankenstein, des espèces de distorsions dans les plans, des prises de vue complètement... pété quoi, enfin je veux dire c'est vraiment, t'as l'impression qu'il invente sur le vif en fait, en mode on va essayer de faire ça. Un critique dans les années 70 qui avait fait une critique absolument abominable d'un film de Franco qui pourtant il disait c'est peut-être la plus belle critique que j'ai jamais lue de ma vie parce que le mec, en gros le critique racontait que son film était absolument abominable parce qu'on aurait dit qu'il était fait en 1920 et pour Franco c'était le plus beau des compliments. Ouais. Et ce qui va effectivement, ça résume assez bien ce côté foutraque, ce côté forain et ce côté donc expérimentateur. Jean-François Roger, dans les bonus de La fille de Dracula, donc il y a un entretien avec le directeur de la Cinémathèque française, rappelle un peu la place de Franco justement. Le directeur de la programmation de la Cinémathèque française rappelle un peu la place de Franco dans le cinéma mondial et à ce moment-là, donc il commence à faire des courts-métrages, des documentaires et à travailler pour d'autres cinéastes en 56-57 et ses premiers longs-métrages sont réalisés en 1960. Donc c'est-à-dire qu'il est contemporain de la bande des cahiers et de la nouvelle vague où il y a ce genre de mouvement on va dire un peu libertaire, un peu libérateur dans le cinéma qui donc sort des studios, tout ça, part dans la rue, expérimente sur les formes. Après, je sais pas si ce cinéma peut avoir une influence sur Franco parce que je suis pas sûr qu'avec la censure franquiste, je sais pas si les films arrivaient en Espagne. En fait, vas-y Erwan. Non, je crois que c'est moins cette question-là directement, on va dire des influences, mais plus le côté... Mouvement général. Ouais, un mouvement général et que Franco s'inscrit aussi... évidemment dans ce contexte-là, après qu'il ait vu ou pas, c'est plutôt le côté contexte, mais Roger dit des choses assez intéressantes dans ce bonus-là, qu'il a pu dire ailleurs ou dans son fameux texte dont on parlait tout à l'heure, c'est que il s'intéresse au moins avec les expériences érotiques de Frankenstein et La fille de Dracula à des codes et à une question d'adaptation, question donc des monstres de l'Universal. Parce qu'il a adapté mais strictement tout le monde quoi. Voilà. Il a fait notamment Sade, il a fait tous les monstres au cœur de son cinéma. Il a fait du Sax Rohmer, il a fait tous les monstres de l'Universal, tous les contes populaires possibles et imaginables. Mais c'est comment aussi Franco est conscient que les spectateurs qui vont venir voir les films n'ont plutôt un spectateur qui est
on va dire qu'il va avoir du cinéma d'exploitation. Ce sont maintenant des cinéphiles. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont conscients d'avoir déjà vu comment ça a pu être adapté, etc. Et comment est-ce qu'ils peuvent jouer avec les codes ? Lui, comment il va jouer et sur quelque chose de très, je dirais, d'être très contemporain, c'est-à-dire le côté même trivial de son cinéma, en fait, où finalement, ces codes-là, on les connaît, mais comment on fait pour faire autre chose avec en voyant les films, en les découvrant, pour le coup complètement, moi j'ai eu l'impression vraiment en fait, le récit, enfin, moi c'est l'impression que j'ai eue, que tout ce qui convoque, les mythologies, les monstres, tout ça, il en fait un récit qui, ok, il va mettre, d'un coup, va se retrouver à part pour lui pouvoir expérimenter et créer aussi sa propre esthétique, et il renouvelle. Et comme on a dit tout à l'heure, paradoxalement, même s'il reprend des choses qui vont nous faire penser à des films des années 20, il renouvelle complètement la forme. Enfin, c'est ça qui est super. C'est extrêmement paradoxal dans l'amour qu'a Franco du cinéma classique des années 20, alors que Jean-François Roger parle lui de modernité. Enfin, pourquoi Godard, enfin toute la bande des cahiers sont arrivés parce qu'ils ont détruit la fameuse qualité française. Donc via une modernité et une certaine économie, une certaine façon d'écrire du cinéma. Et Franco en fait fait la même chose, alors que paradoxalement il est en admiration totale avec un cinéma des anciens temps, je mets ça avec beaucoup de guillemets. Des premiers temps, oui. Plutôt, oui. Ouais, oui. Donc, mais après, le paradoxe, en fait, irrigue beaucoup le cinéma de Franco, notamment La fille de Dracula, on aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi, à partir de là, donc, comment faire pour travailler donc, aussi dans ces économies-là et d'aller aussi sur un cinéma qui est quand même un cinéma donc, d'exploitation, avec aussi, je dirais, une sorte de cahier des charges à remplir aussi. C'est-à-dire, concrètement, on est sur des films, là, les trois, a priori, érotiques, voire un peu plus hard. Érotique, quoi. Et sadique, sadien. Et sadien. Donc c'est comment aussi dans ce cadre-là opérer justement cette greffe là donc de sad au cœur des films et de trouver des dispositifs. Bon, c'est un peu le mot qu'on. Mais en même temps, le mot tarte à la crème. Le mot est là parce que on a souvent dit, notamment Roger ou d'autres, que Franco aussi on pouvait le qualifier un peu d'une sorte de faire une métaphore avec le jazz, ou en tout cas une analogie entre franco-musicien, donc franco-cinéaste, et franco-jazzman, quoi. Donc vraiment aussi d'avoir... Surtout qu'il a un amour du jazz énorme. La plupart de ses pseudos, en fait, et même de ses personnages, sont des noms de jazzman ou de chanteuses de jazz. Et partir d'un cadre établi, et au sein de ce cadre, du coup, improviser. Donc des variations, en fait, à l'intérieur. Et je trouve que là où Franco... S'il y a la question de la modernité qui rentre en jeu, c'est sur le temps. C'est-à-dire que c'est des séquences qui sont quasiment en temps réel, très longues, avec même des plans parfois assez longs, ou alors des fois très très découpés. La question du voyeurisme, dont on va parler, quoi. Mais là, tu vois, moi je trouve aussi que c'est à l'époque à laquelle aussi il fait ses films, et puis même cette influence du jazz, je veux dire, il bénéficie aussi de tout ce réseau des petites exploitations. Donc je veux dire, c'est aussi une économie avec laquelle il peut facilement composer, et peut-être ça sera peut-être pas la même chose par la suite. Après, je crois que c'est Roger qui dit ça dans le bonus de La fille Dracula. Il lit un texte à la fin du bonus, en fait, d'un critique de l'époque, où c'est sûr que si tu es un critique de cinéma en 72 qui découvre un film de Franco par rapport au reste, si tu connais pas le cinéma d'exploitation, et en même temps il y a quelque chose de tellement, je sais pas, saugrenu. C'est ça qui est totalement très étonnant, qui crée un paradoxe, en fait, je trouve, chez le personnage. Ça, c'est très très étrange, les films de Franco là-dessus. Pour rebondir, juste ce que tu disais vite fait sur Erwan, sur la question du temps, après on aura peut-être l'occasion de rentrer un peu plus précisément dans les films. Comment en fait, pourquoi Jess Franco est un cinéaste moderne? C'est parce que le récit, comme disait Carla, des fois il l'arrête, il dilate le temps, et en fait c'est toute la leçon d'Hitchcock, en fait un grand cinéaste moderne qui depuis Psychose et La fameuse scène de la douce en fait a réinventé mais tu sens l'influence d'Hitchcock, des fois c'est flagrant. Complètement la manière de raconter un film. Le cinéma de Franco, dans sa narration ou bien dans sa dramaturgie, en fait c'est un cinéaste de l'ennui. C'est-à-dire qu'effectivement parfois devant des films de Franco tu te fais chier, mais c'est absolument volontaire. Enfin, c'est des trucs qui mettent constamment en scène. Ça déplace l'intérêt. Ces scènes sont parfois extrêmement longues et tirées au-delà du raisonnable, tout simplement parce que il fallait arriver à la longueur minimale pour que le film soit il y a des répétitions de exploité en salle. Il y a des répétitions constantes. C'est un cinéma en fait qui met en scène l'ennui. C'est-à-dire que et là où il est très fort, c'est que quasiment de manière, on va dire, instinctive aussi, et par rapport à la façon dont il tourne, ces fameuses séquences dilatées ou très longues, etc., où il y a vraiment un moment, c'est une succession de blocs, vraiment. Et donc, il y a des moments, on va dire, de parlotte qui sont, on va dire, pas très intéressantes. Mais tout ça, dépend.
c'est pour aussi, à ce moment-là, bien dire que si à les débuts du cinéma pornographique, hard, etc., la question des inserts, le fait de voir le gore aussi, les meurtres, etc., c'est que lui, à l'inverse, dilate complètement sur des séquences de 10 minutes où il joue vraiment sur la transe, l'hypnotisation, la fascination absolue en fait, de ce qui se passe, quoi. Et donc on parlait d'un fragment d'une filmographie impossible, effectivement, qu'on essaye de reconstituer la filmographie de Franco, on n'arrive pas à trouver satisfaction. For those who show no mercy then, no mercy will be shown. For those who got their pleasures from the strangled cries and groans, the grins that filled their evil faces will be wiped for sure. Sometime someone somewhere will come knocking, knocking on the door, and Venus in furs will be smiling. Oh, when that moment arrives, Venus in furs will be smiling. When that moment arrives. Running, hiding, ain't no use of putting up a fight. A price they'll have to pay one day, the price will be to die. They'll find that there's no one to protect them anymore. Sometime someone somewhere will come knocking. Well, they'll come knocking on the door. Venus in furs will be smiling. Oh, when that moment arrives, Venus in furs will be smiling. Oh, when that moment arrives. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 3. Petite citation pour commencer, véridique celle-là. J'ai entendu dire plus d'une fois que pour qu'un livre ou un film puisse être considéré comme une œuvre importante, il faut qu'il soit au moins partiellement chiant. Tolstoï, Balzac et même Joyce en sont de bons exemples. Et que dire du cinéma ? Qui aurait supporté les purges métaphysiques de Romer ou de Antonioni si ce n'est de peur de passer pour un ignorant ou un plouc ? Jess Franco. C'est donc de l'autobiographie de Jess Franco, Les Mémoires de l'oncle Jess, qui donc a été édité chez Sirius Publishing et dont l'édition a été traduite, annotée et complétée de quelques documents par Edgar Balster, donc voilà, qui ont fait un très très beau travail de traduction et de notes et de compléments, notamment, malgré je trouve encore quelques petites coquilles dans l'édition sur des trucs de mise en page qui sont un peu dommageables, mais c'est pas grave, parce que donc moi j'étais personnellement très très content de mettre la main sur cette édition, dont la première édition espagnole date de 2004, donc Jess Franco est mort en 2013, donc c'était 9 ans avant son décès, et Jess Franco tournait encore jusqu'en 2012, hein. Et donc Jess Franco, on l'a déjà parlé, comme il avait dit Jean-François Roger lors de la rétrospective à la Cinémathèque française, avec 69 films en 2008, donc c'est une filmographie impossible à refaire, à la fois parce que certains films ont été perdus, certains films on ne sait même pas ce que c'est, parfois il n'y a que les titres, et surtout chaque film a connu, on va dire, quasiment une version, un montage, un titre différent au fur et à mesure de sa carrière. Et par exemple j'ai appris que un
des monteurs qui étaient chargés de refaire les montages des films de Jess Franco en Italie était Bruno Mattei. Ah bah tiens, comme quoi les chiens font pas des chats. Toujours dans les bons coups. Et donc cette autobiographie de Jess Franco en fait s'arrête principalement à son film Necronomicon en 1968. Il revient un peu après sur le reste de sa carrière, mais ça se concentre vraiment sur ses jeunes années, sur sa jeunesse à Madrid, d'une famille très nombreuse dont certains étaient des républicains et d'autres des phalangistes qui après seront proches du pouvoir, donc famille très nombreuse, relations compliquées, collège chez les jésuites et découverte du cinéma. Une bonne jeunesse espagnole comme on l'aime bien, hein, à la Paracuellos. Où à la fois Jess Franco dresse un portrait de l'Espagne des années 30, 40, 50 et surtout un portrait que moi je connais très très mal et surtout qui est très bien expliqué et qui est formidablement à noter sur tout le contexte culturel du cinéma et de la musique à l'époque sous le franquisme, qui je trouve sont les parties les plus réjouissantes du film, d'autant que Jess Franco, ça se voit dans son cinéma et dans ses multiples entretiens, c'est quelqu'un qui était très très énervé, farouchement antifasciste, il portait le même nom, anti-franquiste, Donc il y a les franquistes de Jess Franco et les franquistes de Franco. Il l'avait rencontré une fois quand il était petit. Le généralissimo Franco, justement, il lui dit voilà, je l'appelle Jesus Franco. Il fait mais formidable, le meilleur des deux mondes. Voilà, mais donc en plus Franco c'était pas un nom qui était très très répandu en Espagne à l'époque, donc les gens pensaient forcément qu'il était de la famille du général, donc là lui ça le coinçait un peu, ça l'emmerdait un petit peu, et donc il dresse le portrait de l'Espagne de l'époque, son arrivée dans le cinéma, comment il commence par faire assistance, ses rencontres avec les surréalistes quand il fuit à Paris, tout ça. Après, comme lui dit Edgar Balzer dans son introduction du livre, c'est probable que quand même il pipote sur quelques trucs, notamment via une mémoire très sélective et une manière d'enjoliver les choses, mais qui de toute façon sont le propre des cinéastes. On parlait en off des autobios de Raoul Walsh qui est merveilleuse, mais qui alors, et je pense faut à peu près 65%. Howard Hawks aussi qui raconte n'importe quoi dans les interviews. Otto Preminger, on en parlait aussi. Voilà. De toute façon, il n'y a que deux sortes de biographies de cinéastes. Il y a les taiseux et les bavards. Et les taiseux, c'est les mecs qui n'arrêtent pas de dire moi j'ai rien fait, c'est pas moi, je suis pas responsable. John Ford. Voilà, John Ford, la légende est plus belle que la réalité. Kitano, etc. Et puis il y a les bavards, ceux qui racontent tout et n'importe quoi et qui à mon avis racontent du pipeau. Mais c'est quand même écrit avec une langue qui est extrêmement belle parce que c'est quelqu'un qui je trouve écrit vraiment bien, qui a un talent pour raconter les scènes. C'est un vrai intellectuel. Un véritable intellectuel qui est extrêmement cultivé, un très très grand mélomane. Ouais. On a beaucoup parlé de punk, de hip-hop et de rock dans cette émission, mais Jess Franco, on y revient constamment, c'est le jazz et c'est un très grand spécialiste du jazz. Il était lui-même trompettiste et pianiste, il a joué avec des musiciens, il a rencontré surtout Chet Baker qui lui avait donné l'idée de Venus in Fur, justement, dont on a entendu la chanson en introduction de cette émission, qui est peut-être moi un film préféré de Jess Franco. En fait, c'est une longue improvisation de 1h20 sur un thème de trompette qui est noyé dans l'eau près d'Alicante. Et donc c'est en parlant avec Chet Baker qui allait voir presque tous les soirs, où Chet Baker s'asseyait à sa table juste devant lui et Chet Baker l'aimait bien parce que Franco lui foutait la paix. Il ne lui parlait pas et au bout d'un moment, Chet Baker lui a parlé justement, ils ont parlé de jazz, ils ont parlé des femmes, ils ont parlé d'alcool. Oui, parce que chez Jess Franco, faut aussi noter que c'est aussi un grand découvreur de corps féminin dénudé. Voilà. Et justement, lui, il en parle dans son rapport à la pornographie, qu'un truc qui ne l'aime pas, mais son rapport à l'érotisme et son rapport au corps des femmes, où lui a dit très vite, très jeune, dès que j'ai eu 12-13 ans, j'ai su que le corps des hommes ne m'intéressait absolument pas. Je ne trouve pas ça beau. Moi, je n'aime que les femmes et donc je n'ai voulu filmer que des femmes dans toutes les positions possibles, entre guillemets, dans toutes les situations, pour justement célébrer l'amour qu'il pouvait avoir du corps de la femme et jamais sans aucune onde un salaud de violence un et salaud. De misogynie. Voilà, on est bien d'accord. C'est un vrai romantique poétique que Jess Franco. Non, c'est un salaud, c'est une ordure qui objectivise le corps des femmes à de basses fins commerciales. Exactement. Donc voilà. Mais non, mais je trouve que c'est une autobio qui est hyper agréable à lire, en plus avec une icono qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup d'affiches d'époque, il y a les pavés de presse, il y a beaucoup de photos d'exploitation et qui sont explicites, notamment sur les personnages qui sont nus dans ces films, tout ça. Et ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est qu'on retrouve toute la hargne, la rage et toute la candeur en fait que moi j'aime dans le cinéma
de James Franco, à la fois parce que donc il est enragé sur quand même plein de trucs, hein. C'est un mec qui est vraiment vénère, il défonce des films à tire larigot parce qu'il est en plus critique à un moment, on retrouve des critiques à la fin, jusque quasiment à la fin en 2012, il écrivait encore sur des films, il parle des films de Clouzot, tout ça, son admiration sans borne pour le cinéma de Luis Buñuel qui pour lui est le plus grand cinéaste qui ait jamais existé. Pour Franju aussi, je pense. Ouais, Franju ou tout ce genre de cinéastes-là, et surtout ce qu'ils détestaient, c'était les cinéastes faiseurs qui vendaient leur cul à n'importe quel trou du cul du moment qu'ils avaient du pognon, alors que lui-même le dit, il l'a fait, mais il a toujours tourné pour des mecs qui avaient pas de thunes, quoi. Pour des mecs qui étaient fauchés, pour des Marius Le Sieur, pour des Robert Denel, pour des Alan B. Towers, des mecs qui avaient des petites prods. Il fait genre à un moment t'as $1 million, c'est mais qu'est-ce que je vais faire avec autant de pognon, quoi. Je pourrais faire 6 films. Ouais, voilà, c'est ça. Et une des dernières parties du film aussi, du livre, il revient sur ses rapports avec Orson Welles, car donc il a travaillé avec lui sur 2 films, il était assistant et réal deuxième équipe sur Falstaff et sur L'île au trésor, un film qui est signé Daniel White, qui est un des pseudos de James Franco, mais il a jamais pu le signer officiellement. Donc il revient sur ses rapports avec le maître, où c'est Welles lui-même qui était venu le chercher en Espagne, puisqu'il dit putain, j'ai vu un mec qui a l'air complètement ouf avec sa caméra, je vais le prendre, et on va tourner ensemble, on va tourner des scènes de bataille grandioses, il est aussi fou que moi, en plus il parle français comme ça. C'est vrai en même temps. En plus il parle français, donc comme ça fera chier tous les connards de la prod qui parlent pas français, comme ça on pourra parler que tous les deux. On parlera de musique, on fumera des cigares, et après Orson Welles disparaît pendant 3 mois, puis il revient, il est pas là pour faire les plans, il a le mal de mer. Ils ont quand même réussi, parce qu'autant L'île au trésor, effectivement c'est un film un peu bâtard, mais Falstaff, c'est un film, il y a une des meilleures scènes de bataille, je pense avec Alexandre Nevsky, c'est une des meilleures scènes de bataille de l'histoire du cinéma. Et c'est une scène qui a été en partie filmée par James Franco, justement, où Welles lui disait tu as toute ma confiance, on va tourner toutes les scènes à 2 caméras, moi sachant qu'il jouait en plus, moi avec Welles la mienne, toi plus, avec la tienne, et après on prend au montage les meilleurs, et puis la moitié des plans étaient de Franco. Une autre façon de cinéma guérilla. Là oui, effectivement, où pareil, il courait tout le temps après la thune, un peu comme Franco justement, mais vu que Welles avait l'aura de Welles, tout le monde s'en foutait, mais la manière dont il raconte ça, à la fois il y a énormément de respect, il est pas dupe du tout de qui était Orson Welles, parce qu'il a quand même mis à l'envers à peu près tous les mecs avec qui il a tourné. Mais Welles c'est un magicien, faut pas oublier ça, Welles c'est un illusionniste, donc c'est un escroc quelque part, je dirais, ça a toujours été un escroc, mais c'est un escroc qui est suffisamment génial pour faire paraître justement les producteurs et tous les maquignons qui lui ont tourné autour pour de petites personnes, quoi, parce que Welles, quand il pose une caméra, il sait faire un cadre, quoi, donc, et donc justement tout ça est dit, écrit, je trouve vraiment avec une plume de véritable écrivain qui, moi, une fois de plus, m'a donné envie de revoir certains films. Alors ça, notamment le Diabolique Dr Z, Miss Muerte, écrit par Jean-Claude Carrière, qui début des milieux des 60, c'est un film absolument magnifique, c'est avant qu'il commence à bosser avec Buñuel, du coup. Ouais. Un petit peu avant, quoi. Ouais, c'est absolument un film qui est formidable, et de toute façon, je pense qu'on y reviendra quand d'autres films de Franco ressortiront en France. Une filmographie impossible à voir, de fait de la variabilité des versions et des films. Porno, pas porno. Porno, pas coupé, porno. Pas coupé. Mais c'est vrai que Franco, c'est étonnant comment depuis une dizaine d'années, Franco, moi je sais, quand j'ai découvert Franco, c'était c'est comme Jean Rollin, quoi. C'était le paria. C'était Jean Rollin t'en fume 2. C'était les mecs qui faisaient du cinéma d'exploitation. On était moitié dans le porno, moitié dans le crado, moitié dans le cracra. Enfin, c'était des gens qui étaient complètement, qui ont été pendant très très longtemps, et qui n'ont jamais été respectables. Quand jamais été respectables. Moi, j'avais été très surpris quand j'ai vu. Alors moi, j'en ai pas vu beaucoup des Franco, mais quand j'ai vu notamment des films des années 60 de Franco, moi j'étais assez surpris. Je me dis, mais c'est plutôt pas mal fichu quand même, quoi. On est plutôt dans la bonne facture. L'inventeur du cinéma fantastique espagnol. Ouais, non, mais voilà, on est. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois c'est terrible de quelque part de se rendre compte le temps qu'il faut entre les premiers turiféraires de Franco, que sont Christophe Beer, Roger, et Roger, qui ont commencé à parler de Franco dès les années 70. Je dirais, et il a fallu presque 40 ans avant que, mais comme pour Carpenter, comme pour Argento avant eux, comme pour Lucio Fulci, et c'est dingue de voir comment l'histoire du cinéma d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'histoire de cinéma des cinéphiles des années 60-70. C'est plus la même histoire. C'est une histoire qui a vachement changé. L'histoire jugera, et elle a jugé. Et c'est c'est toujours passionnant de voir comment est-ce qu'une histoire se forge en même temps que l'art existe, que l'art officiel. Et ça c'est que l'art officiel, ou que justement des gens qui étaient célébrés dans les années 60 parce que c'était des auteurs, qui aujourd'hui viendraient célébrer Rob Grillet, quoi. Qui a toujours été chiant.
Qui a toujours été un petit peu emmerdant, quoi. Enfin, faut bien le dire. Bien intentionné, mais emmerdant. Ce sont les mémoires de l'oncle Jess, autobiographie de Jess Franco, qui a été édité par Sirius Publishing. En plus, une édition limitée, je crois, à 1000 exemplaires. Donc, si vous pouvez, précipitez-vous dessus. Même le prix vous fera rire. Voilà. C'est quoi ce slogan de bande dessinée pour enfants des années 80? Alors, merci, monsieur.